Bienvenue donc pour cette 4e et dernière conférence sur ce cycle consacré à l'obésité. Donc ce cycle est retranscrit en langue des signes et retranscrit en vélotypie pour le public sourd et malentendant. Et dans un avenir, on va dire pas trop lointain, voilà, ces conférences seront en ligne également pour le public sourd et malentendant. Dans 4e conférence, ce soir on accueille donc Dominique Langin, qui est praticien hospitalier à Toulouse. Et donc il est spécialisé dans la recherche sur les obésités. Il est responsable du laboratoire de recherche sur les obésités à l'Institut de médecine moléculaire de Rangueil, qui est situé à Toulouse. Et donc, il va nous parler du tissu adipeux ce soir. Voilà. Donc, à peu près 1 heure de conférence. Et puis ensuite, vos questions, s'il y en a. Voilà. Monsieur Langin, je vous laisse la parole. Oui, alors, bonsoir à tous. Merci d'être venus. Donc, comme on vient de vous le dire, je suis localisé à Toulouse, où on a une activité de recherche qui est dans l'hôpital, donc proche des patients. Et donc on s'intéresse aux obésités. Et une des caractéristiques de l'obésité, c'est l'excès de masse grasse, donc l'excès de tissu adipeux. Donc ce dont je vais vous parler ce soir, c'est 2 types de tissu adipeux, la graisse brune et la graisse blanche. Alors, je vais commencer par quelques généralités sur l'épidémie d'obésité. Pour ceux qui ont assisté à des conférences précédentes, je pense que vous avez ces données en tête, mais c'est bien de les rappeler. Tout d'abord, l'obésité, ça se définit par un excès de masse grasse qui a des conséquences néfastes pour la santé. Alors je vais m'arrêter un petit peu sur cette phrase parce que elle nous indique plusieurs choses. Tout d'abord, qu'il faut un excès de masse grasse pour avoir une obésité. Ça veut dire que le tissu adipeux, c'est quelque chose qui, en quantité normale, est tout à fait indispensable pour l'organisme. Alors, je ne vais pas en parler ce soir, mais on a des pathologies qui sont associées à un défaut de tissu adipeux, soit partiel, soit complet. Et ça a des conséquences néfastes pour la santé. Pour simplement vous donner un exemple, sans tissu adipeux, on n'a pas de fonction sexuelle normale chez la femme. Donc le tissu adipeux, ça a un rôle physiologique absolument indispensable. Le problème, c'est quand on en a trop. Ensuite, on définit l'obésité comme un excès de masse grasse, mais ça ne suffit pas. Cet excès de masse grasse, dans des situations relativement rares, il pourrait être anodin. Donc c'est un excès de masse grasse qui va avoir des conséquences néfastes pour la santé. Et donc cette masse grasse, c'est l'accumulation de tissu adipeux. Et ce tissu adipeux, sa fonction la plus commune en quelque sorte, c'est le stockage des graisses. C'est-à-dire en fait le stockage de l'énergie. Parce que ces graisses, le nom chimique, c'est les triglycérides ou triacylglycérol, ce sont des molécules qui sont capables d'emmagasiner beaucoup d'énergie. Et donc, d'emmagasiner en quelque sorte plus d'énergie que les sucres. Donc la quantité d'énergie qui est emmagasinée dans l'organisme même d'un individu mince, sous forme de graisse, est bien supérieure à celle qui va être emmagasinée sous forme de sucre, où on va avoir un stockage sous forme de glycogène dans le foie ou dans le muscle. Donc ça c'est quelques pourcents par rapport au stockage des graisses. Et ce stockage des graisses, on peut le voir comme un stockage à long terme. Lors d'un exercice physique, on va commencer à brûler des sucres. Ça dépend de l'intensité de l'exercice, mais souvent c'est le cas. On va commencer à brûler des sucres et ensuite on va brûler ces graisses. Et ces graisses permettent donc cette fourniture d'énergie à l'organisme pendant une période qui est relativement longue. D'ailleurs, pour l'anecdote, l'espèce humaine est une des espèces qui peut survivre le plus longtemps sans manger, par rapport à beaucoup d'autres espèces animales. Alors, les conséquences néfastes de cet excès de masse grasse, ce sont les complications de l'obésité. Alors, il y a des complications bien connues, comme le diabète de type 2,
qui est due en fait à un défaut d'action de l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone qui régule les taux de sucre dans le sang, et également ensuite un défaut de production de cette insuline. Il y a des complications au niveau du cœur, donc c'est par exemple l'infarctus du myocarde, on a des problèmes vasculaires. Ce qui est un petit peu moins connu, c'est que certains types de cancers sont associés à l'obésité. C'est le cas par exemple de cancer du côlon. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que les conséquences immédiates et les plus rapides qui apparaissent chez un individu jeune qui est obèse, ce sont des conséquences plus physiques en quelque sorte, comme par exemple les problèmes articulaires et puis les problèmes respiratoires. L'apnée du sommeil, c'est une des conséquences de l'obésité qui est extrêmement importante cliniquement et qui peut, dans certains cas, compliquer le pronostic vital. Donc, devant l'augmentation en fait, de la prévalence de l'obésité, c'est-à-dire le pourcentage de la population qui est obèse, l'Organisation mondiale de la santé a défini le terme d'épidémie. Alors c'est évidemment entre guillemets parce que c'est un terme impropre, il n'y a pas transmission comme un virus de la maladie, mais c'était pour vraiment insister sur le caractère global. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails au niveau mondial, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une prévalence de l'obésité, évidemment, dans les pays industrialisés. Je vous parlerai un petit peu de la situation de la France, évidemment en Amérique du Nord, mais également dans les pays en développement. Donc, en particulier les grandes villes du tiers-monde, on a également une épidémie d'obésité. Alors, les définitions, comment on définit l'obésité? À l'échelle des populations, c'est l'indice de masse corporelle. Cet indice de masse corporelle, ou IMC, se définit par le poids en kilos, donc sur la balance, très simplement, et puis la taille. Et la taille, vous multipliez la taille par elle-même, c'est-à-dire la taille au carré, et on divise le poids par la taille au carré. Alors, le range normal, c'est entre 18,5 et 25. Il y a des petites variations, mais disons que ça marche à peu près pour les hommes et pour les femmes à l'échelle des populations. Ensuite, en dessous de 18,5, on a des maigreurs qui peuvent être soit constitutionnelles, soit pathologiques, comme par exemple les cas d'anorexie. La surcharge pondérale, c'est entre 25 et 30. Et puis l'obésité se définit avec une IMC qui est supérieure à 30. Et là, on définit 3 classes, 1, 2, 3, selon qu'elles soient modérées, sévères ou massives. Donc l'obésité modérée, c'est entre 30 et 35, l'obésité sévère entre 35 et 40, et l'obésité massive supérieure à 40. Alors pourquoi avoir fait ces catégories relativement précises? Parce que chacune des catégories correspond en fait à une augmentation du risque de mortalité. Donc c'est vraiment quand on a une augmentation du risque de mortalité liée à un excès de poids qui dure dans le temps qu'on peut définir l'obésité, d'où le seuil qui a été défini en fait à 30. Et puis ensuite, c'est les comorbidités, c'est-à-dire les pathologies qui vont être associées à l'excès de masse grasse qui définissent ces différentes classes. Donc dans les situations d'obésité massive supérieure à 40, on va avoir besoin d'une prise en charge importante, et c'est dans ces situations qu'on peut avoir recours à la chirurgie bariatrique pour diminuer le poids, alors que dans des situations d'obésité plus modérées, les interventions seront plutôt dans tous les cas, il y a des interventions nutritionnelles, bien sûr, sur l'exercice physique, voire des thérapies cognitives selon les troubles qui sont associés, par exemple des troubles du comportement alimentaire. Donc voilà pour ces définitions, mais ceci... alors tout le monde se calcule ce BMI, vous avez sur Internet, vous rentrez votre poids, votre taille, vous l'avez automatiquement, mais n'oubliez pas que c'est valide à l'échelle de population. Alors comme je viens de Toulouse, et bon, c'est pas pour faire de la polémique, mais enfin c'est quand même un petit peu la capitale du rugby, je vais vous prendre un exemple rugbystique. Seconde ligne ou première ligne du stade toulousain, 1m85, 110 kg, donc un
un beau gaillard, ça fait un BMI de 32. Donc un BMI de 32, vous le voyez, c'est quelqu'un qui aurait un risque de pathologie associée, donc une obésité de type modéré. Ça ne veut rien dire. Il est 32 parce qu'il a une masse musculaire qui est extrêmement développée, surtout les joueurs actuels. Leur masse grasse est tout à fait normale. Le première ligne élevée au cassoulet, ça remonte quand même aux années 50, quoi. Donc voilà, c'est simplement pour vous dire, bon, c'est indicatif, mais c'est des échelles de population. Il y a des appareils qui permettent de mesurer plus précisément la masse grasse, soit au cabinet, soit des appareils un peu plus sophistiqués à l'hôpital. Donc quelques données que vous avez peut-être vues, mais que je veux quand même rappeler, c'est l'enquête la plus récente sur la prévalence de l'obésité dans la population adulte en France. C'est l'enquête OBEPI 2009. Donc vous le voyez, en 2009, 14,5% des Français sont obèses et 32% en surpoids. C'est-à-dire un tiers de la population a un BMI supérieur à 25. C'est-à-dire à des pathologies, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Le problème, il n'est pas esthétique. Le problème, il est qu'il y a des pathologies qui sont associées à l'obésité. Donc avec un retentissement sur la qualité de vie de la personne et un retentissement socio-économique qui est associé. L'augmentation moyenne relative de l'obésité, elle est de plus 6% par an depuis 12 ans. Et vous voyez en fait sur le graphique, hein, cette augmentation, on passe de 7% entre 30 et 35 en 97, c'était la date de la première étude, et on va être à peu près à 11% actuellement. Donc à la dernière étude en 2006, on pensait qu'il y avait peut-être une petite stagnation, mais en fait on s'aperçoit que ce n'est pas le cas et que la progression continue. Cette progression, disons, ce que l'on peut dire, c'est que la France partait de plus bas, et ce décalage a été conservé, mais la pente est à peu près la même. C'est-à-dire qu'en fait, on a une progression qui reste à peu près constante. Et puis, sur le plan médical, quelque chose qui est important, c'est les obésités massives. Vous voyez qui ne représentait que 0,3% de la population. Maintenant, on est 1% de la population. Ça devient un problème de prise en charge extrêmement important. Et je vous ai sélectionné également deux informations qui me semblent importantes. Tout d'abord, sur les tranches d'âge. Alors, vous regardez les IMC moyens. Donc, Guillaume, dans ta tranche d'âge, l'IMC moyen, c'est 22. Donc, les personnes entre 18 et 24 ans, voyez que l'IMC est tout à fait normal. Par contre, plus on augmente en âge, on a une progression qui est pratiquement linéaire de l'indice de masse corporelle. Donc plus on est âgé, plus on a de chances d'être obèse. Et ça amène également une question de santé publique qui est assez récente. C'est que jusqu'à présent, on n'avait pas eu de génération de personnes où on avait des personnes de plus de 65 ans qui étaient obèses. Et on va avoir la première génération de personnes de plus de 65 ans qui est obèse. Et en fait, on ne connaît pas bien la physiopathologie du sujet obèse âgé. Et quelle est la prise en charge qu'il faut avoir sur une personne qui a 70 ans qui est obèse? C'est évidemment pas la même prise en charge qu'une personne plus jeune. Donc là, il y a vraiment des questions à la fois de recherche et des questions médicales qui sont importantes. Et on le voit bien sur la date de naissance. Alors là, c'est peut-être un petit peu plus difficile à comprendre, mais c'est en fonction de votre âge de naissance, donc vous pouvez voir où vous vous situez, à quel âge 10% de la population des personnes qui sont nées entre, par exemple, 1946 et 1951, à quel âge 10% de la population était obèse? Bon, on voit que c'était 49 ans. Donc, apparition tardive d'une fraction importante de la population qui était obèse. La dernière tranche qui est étudiée ici, entre 73 et 79, 32 ans. Donc ça veut dire qu'on va se retrouver
avec une obésité qui augmente avec l'âge, mais avec des obésités de plus en plus jeunes. Donc l'obésité augmente évidemment chez les enfants. Mais ça veut dire que le temps de vie avec un excès de masse grasse est de plus en plus important. C'est une maladie chronique, donc toutes les conséquences pathologiques vont être aussi liées à cette chronicité, au fait que les gens vont vivre avec un surpoids pendant extrêmement longtemps. Donc, cet excès de masse grasse, pourquoi est-il néfaste? Il est néfaste parce que il y a plusieurs changements biologiques qui vont se produire dans le tissu adipeux, qui sont d'une part un changement des fonctions de la cellule qui est spécialisée dans le stockage des triglycérides dont je vous parlais, qui s'appelle les adipocytes. Donc ces adipocytes vont se gorger de graisse, mais pas simplement, ils vont se gorger de graisse, mais également avoir un métabolisme, c'est-à-dire un fonctionnement de la cellule qui va changer. Et puis on s'est aperçu, depuis, c'est une donnée qui est relativement récente, c'est depuis 2003, du moins que ça a été véritablement formalisé, qu'on avait une augmentation de l'inflammation du tissu. C'est-à-dire qu'on a des cellules inflammatoires qui sont représentées en bleu ici, qui vont venir coloniser ce tissu. Alors, ça a des conséquences sur le tissu, sur son développement, etc. Mais ça a surtout des conséquences sur la production de ce tissu. Alors le tissu, il va produire des molécules qui sont soit des lipides, ce sont les acides gras. Les acides gras, en fait, ce sont des molécules qui viennent de l'hydrolyse, c'est-à-dire de la cassure des triglycérides, qui sont normalement les molécules qui sont libérées lorsqu'on fait un exercice ou lorsqu'on est en situation de jeûne pour fournir de l'énergie aux muscles, au foie, au cerveau, enfin indirectement au cerveau, mais un petit peu partout dans l'organisme. Et puis, on va avoir production également de molécules qui viennent de ces cellules, enfin des adipocytes, mais également des cellules inflammatoires, qui sont des adipokines, c'est-à-dire des protéines sécrétées. Et c'est cet ensemble d'acides gras et de protéines sécrétées qui vont avoir des actions sur différents organes et entraîner les complications liées à l'obésité. Alors, des actions sur le muscle squelettique, c'est par exemple le défaut d'utilisation du sucre par le muscle. Et donc, l'insuline, puisque cette hormone est assez centrale dans la compréhension de ces mécanismes, l'insuline, c'est une hormone qui contrôle vos taux de sucre dans le sang. C'est une hormone qui est hypoglycémiante, qui va, après un repas, éviter que les taux de sucre provenant de l'alimentation augmentent. Donc, elle va faire plusieurs choses. Au niveau du muscle, elle va augmenter l'utilisation du glucose. Et au niveau du foie, elle va inhiber la production de glucose par le foie, puisque le foie est capable de produire du glucose, justement, quand l'insuline est basse, donc par exemple dans les situations de jeûne. Donc si on a ces acides gras et ces adipokines qui sont produites, on a un défaut d'action de cette insuline, avec un défaut de l'utilisation dans le muscle et une levée d'inhibition de la production par le foie. Donc réfléchissez, ça vous fait moins de sorties et plus d'entrées. Donc en fait, les taux de sucre dans le sang vont augmenter. Donc on va être en situation d'hyperglycémie chronique. Cette hyperglycémie, elle va se développer, c'est un autre sujet, mais jusqu'au moment où les cellules qui produisent l'insuline sont plus capables de répondre à l'appel. Et donc là, on a un défaut d'action, défaut de fonctionnement du pancréas. L'insuline n'est plus produite et on arrive donc dans le diabète, dans la situation de diabète. Mais vous voyez que le primum movens peut partir en fait du tissu adipeux. Ces acides gras et ces adipokines peuvent agir également sur le cœur. Sur le cœur en perturbant les fonctions cardiaques à terme, et c'est là où on a les complications de type infarctus du myocarde. On a des complications sur le cœur qui sont dues en fait à des problèmes sur les vaisseaux.
Alors, ce que vous voyez dans cette coupe de vaisseau, c'est qu'on a dans la paroi du vaisseau une partie qui est jaune. C'est en fait une accumulation de graisse ou de dérivés lipidiques. Et en fait, quand on a une maladie coronaire, c'est ce qui se produit, c'est que les artères se bouchent. Et donc ça, c'est évidemment éminemment lié à l'obésité. Et puis dernièrement, le dernier point, j'en ai déjà parlé, c'est l'action sur le pancréas, c'est-à-dire que indirectement, via le muscle et le foie, il y a un problème de production d'insuline, mais il y a également une action de ces produits directement sur le pancréas qui va venir perturber la production d'insuline. Et tout ça, évidemment, contribue à ces complications, diabète et maladies cardiovasculaires. Alors, ce dont je ne vais pas vous parler aujourd'hui, mais qu'il faut absolument mentionner, même si ça a été fait auparavant, c'est le fait que selon où est déposée la masse grasse, le risque associé n'est pas le même. C'est-à-dire que la graisse intra-abdominale est plus dangereuse que la graisse sous-cutanée. Et quand je vous disais tout à l'heure le rôle physiologique du tissu adipeux, d'avoir un dépôt glutéal et une culotte de cheval, c'est quelque chose de physiologiquement normal et de tout à fait essentiel justement pour la mise en place des cycles déjà chez la jeune fille. Donc c'est un problème esthétique, mais ce n'est pas un problème médical, en quelque sorte. Bon, évidemment, dans l'obésité massive, quand on a également un excès à la fois de graisse intraviscérale et de graisse sous-cutanée, on a des problèmes parce que la production d'acide gras, elle vient quand même à 85% de la graisse sous-cutanée. Donc, ce n'est pas non plus anodin d'accumuler une grande quantité de graisse sous-cutanée. Donc, voilà pour ces généralités sur l'obésité. Alors, comment se développe-t-elle? Bon, il y a évidemment plusieurs hypothèses. On va prendre un petit peu la chose la plus simple, qui est d'après, quelque part, qui est tirée du logo qu'a choisi la Cité des Sciences pour présenter ce cycle de conférences, avec la balance et une grosse bille et une petite bille. C'est un déséquilibre, en fait, de la balance énergétique entre les apports et les dépenses énergétiques. Alors, les apports énergétiques, ça va être évidemment l'alimentation. Évidemment, le type d'alimentation, on le sait, peut contribuer à l'obésité. Sucré, très hypercalorique, très riche en graisse, c'est évidemment des faveurs favorisants. Sur l'autre côté de la balance, tout ce qui va favoriser les dépenses favorise justement à ce que cette balance soit équilibrée. Alors la dépense énergétique, on le sait, a plusieurs composantes. Il y a une composante qui est le métabolisme de repos. Alors dans la mesure la plus, disons, la plus précise, c'est la personne qui est complètement couchée, et c'est la dépense énergétique qui est liée au fonctionnement de l'organisme. C'est hors digestion, dans une situation tout à fait normale. Simplement pour rester en vie, on brûle de l'énergie. Donc c'est ça, grosso modo, le métabolisme de repos. Vous avez évidemment toute la dépense énergétique qui est liée à l'activité physique, et donc tout ce qui va être consommé, par exemple, dans les muscles. Vous avez une partie qui est une dépense énergétique que je n'ai pas notée ici, qui est liée à l'alimentation. Mais celle qui va nous intéresser ce soir, c'est la thermogénèse adaptative. Et une partie de ces thermogénèses adaptatives, c'est la thermogénèse qui est liée au froid. Alors, j'ai rappelé ici, en fait, et j'ai été regarder des vieilles études en fait, sur les adaptations au froid chez l'homme. Il y a en fait plusieurs mécanismes qui expliquent l'adaptation au froid chez l'homme. Alors évidemment, quand on est au froid, on brûle plus d'énergie qu'à thermoneutralité. Ça, c'est évident. Donc on peut bien comprendre qu'au froid, on va maigrir par rapport à apport énergétique constant par rapport à la thermoneutralité. Alors il y a plusieurs mécanismes chez l'homme qui ont bien été montrés, et c'est là où il y a des différences importantes entre l'homme et les modèles animaux de laboratoire. Donc il faut bien l'avoir en tête. Le premier mécanisme, c'est le mécanisme d'isolation.
Alors ce mécanisme d'isolation, il se comprend parce que quand vous allez être au froid, alors au froid, évidemment, quand je parle du froid, c'est évidemment pas au froid avec une doudoune. C'est au froid pratiquement pas habillé ou avec simplement une chemise. Alors il va y avoir plusieurs choses qui se produisent. Tout d'abord, une vasoconstriction périphérique, c'est-à-dire que les vaisseaux de la peau vont se fermer. Et donc là, ça fait un effet d'isolation. Et puis également, il y a la couche de graisse qui va faire un effet doudoune. Alors, je vous ai pris une illustration. Alors, il y a des gens qui s'amusent à faire des choses intéressantes, c'est-à-dire, par exemple, à calculer le temps de survie dans l'eau. C'est l'expérience Titanic, on pourrait dire. C'est en fait, vous retrouvez dans l'eau et quel est votre temps de survie? Eh bien, ça, c'est un travail coréen que j'ai retrouvé avec mon ami Dominique Larouille, qui est un spécialiste de ce genre de choses à Toulouse. Et alors, vous voyez qu'à 10 degrés, à 10 degrés, de toute façon, le temps de survie n'est pas très important et vous pouvez être avec une couche de graisse plus ou moins importante, ça ne va pas changer grand-chose. Au bout de quelques heures, malheureusement, vous tombez en dessous d'un seuil où vous rentrez en torpeur et ensuite c'est la mort. Mais par contre, à 20 et à 25 degrés, on voit qu'on a quand même une relation assez nette entre l'épaisseur du tissu adipeux sous-cutané et le temps de survie. C'est-à-dire que dans l'eau, une personne qui a une couche de graisse importante, elle va survivre plus longtemps. Donc ça, c'est vraiment l'effet d'isolation. Le deuxième... alors ça, c'est un effet d'isolation, c'est un effet passif, en quelque sorte, que l'espèce humaine a régulé en mettant des vêtements, grosso modo. Mais il n'y a pas de mécanisme physiologique. Puis ensuite, on a les mécanismes de production de chaleur. C'est ce qu'on appelle la thermogénèse. La genèse de la chaleur. C'est-à-dire là, l'organisme, le cerveau, comprend que la température baisse et il va réagir pour mettre en place des mécanismes qui vont remonter cette température et la récupérer. Alors, le frisson, c'est une des réactions qui est bien connue. Alors, le frisson, c'est une contraction musculaire involontaire. Donc là, on a les mécanismes de contraction musculaire qui impliquent le calcium. Ça va brûler de l'énergie, ça produit de la chaleur. Et puis, on a une composante qui s'appelle la thermogénèse de non-frisson et qui fait appel justement à un autre tissu adipeux, qui est le tissu adipeux brun, qui est un tissu adipeux qui est spécialisé dans le stockage, dans la dissipation de l'énergie, non pas dans le stockage de l'énergie, comme le tissu adipeux blanc. Alors, si on reprend notre balance, on peut voir que des deux côtés de l'équation, en quelque sorte, on va avoir stockage, thermogénèse. D'un côté, en forçant le trait, le tissu adipeux blanc, et de l'autre côté, le tissu adipeux brun qui joue un petit peu le rôle de radiateur. Donc, sur le plan énergétique, ces deux tissus ont des rôles qui sont opposés. Alors, on va regarder un petit peu à quoi ils correspondent. Alors, c'est une diapositive qui représente en fait l'intérieur d'un adipocyte. Alors, j'ai de la chance d'avoir quelqu'un au laboratoire qui aime beaucoup faire des dessins, donc ça a permis de faire ce petit type d'animation. Et vous voyez en fait à l'intérieur différentes molécules. On ne va pas rentrer dans les détails de toutes ces molécules, mais qui sont des molécules du métabolisme. Alors, soit qui sont du métabolisme du glucose, c'est-à-dire des sucres, hein, que vous voyez ici le glucose. Donc, le glucose va rentrer dans la cellule, c'est quelque chose qui est facilité par l'insuline. Vous avez ce glucose qui va être dégradé lors de la glycolyse. Ça va produire du pyruvate et du lactate. Le lactate peut ressortir. Là, vous avez en fait une production d'ATP, petite production d'ATP, mais qui est importante. Hein. Donc cette production d'ATP, c'est en fait la forme chimique de stockage de l'énergie, l'ATP. Donc c'est vraiment une molécule qui est très importante.
Et puis aussi, on peut avoir implication de la mitochondrie avec le cycle de Krebs et la chaîne respiratoire qui est dans la membrane interne de la mitochondrie. Et ça contribue également à la production de molécules qui sont très très riches en énergie grâce à leur liaison phosphate, le GTP ou l'ATP. Alors, dans la chaîne respiratoire, on a un certain nombre de complexes qu'on voit ici. Et puis, il va y avoir création d'un gradient de protons entre les deux côtés de la membrane interne. Et la dissipation de ce gradient de protons et de cette circulation d'électrons par l'ATP synthase va contribuer à la production de l'ATP. Donc vous voyez que ça lie en fait ce qui se passe dans le cytoplasme et puis ce qui va se passer dans la mitochondrie. Et puis l'autre source qui peut nourrir en fait le cycle de Krebs, ce sont les acides gras qui vont donc rentrer et qui vont être soit stockés, soit qui peuvent être brûlés par la bêta-oxydation et rentrer dans le système. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le tissu adipeux dans le tissu adipeux blanc, en fait, cette composante-là n'est pas très importante. On a relativement peu de mitochondries et puis ces mitochondries ne sont pas très actives. Il y a un petit peu de production d'ATP. Donc les acides gras, ils vont être stockés sous forme de triacylglycérol. C'est ça qui fait qu'on a cette grosse gouttelette lipidique qui fait que ces cellules peuvent atteindre 200 micromètres, c'est-à-dire, chez l'homme, c'est parmi les cellules les plus grandes de l'organisme. Donc en fait, c'est une sorte de ballon qui est rempli, vraiment une grosse gouttelette de lipides. Et puis en périphérie, on a petite partie écrasée où on va trouver le noyau et quelques mitochondries et les équipements enzymatiques. Alors, pour faire des triglycérides, on a les acides gras qui vont venir, par exemple, de l'alimentation. Et puis, il y a besoin en fait d'un squelette. Est-ce que ce squelette, c'est le glycérol 3-phosphate qui va venir en fait du glucose. Donc, le glucose va être tout à fait essentiel pour la fabrication de ces triglycérides. Alors c'est comme ça que les graisses sont stockées. Quand on est en situation de jeûne, ces graisses sont libérées et donc on relibère du glycérol et des acides gras qui vont se retrouver dans la circulation sanguine. Donc dans l'adipocyte blanc, tout ce mécanisme évidemment est favorisé pour le stockage et la mobilisation de l'énergie par rapport à l'utilisation des acides gras qui, elle, beaucoup moins active. Bon, il faut un peu d'ATP pour la cellule, donc il y a des mitochondries et ça fonctionne un petit peu. Alors maintenant, regardons les différences. Alors avant de passer à ces différences, cet adipocyte blanc, on va le retrouver évidemment chez l'homme et chez les animaux tout au long de la vie. Enfin, ça, pas exactement tout au long de la vie, il commence à se développer en fait après la naissance dans la plupart des espèces de mammifères, avec des temps d'apparition qui sont un petit peu variables selon les espèces. Alors l'autre adipocyte, son métabolisme ressemble beaucoup à celui dont on vient de parler, mais avec une différence notable, c'est que cette partie mitochondriale, elle, devient très importante. Il y a beaucoup de mitochondries, on a des gouttelettes lipidiques, mais qui sont cette fois-ci beaucoup plus petites, et ces mitochondries sont très actives. Elles sont équipées pour brûler, donc elles sont vraiment très bien équipées en enzymes de la bêta-oxydation et également pour les enzymes de la chaîne respiratoire. Et en plus, il y a une particularité dans ce tissu adipeux brun qui fait que cette cellule est vraiment unique dans l'organisme, c'est que le gradient de protons dont je vous parlais, il ne va pas se dissiper par l'ATP synthase pour produire de l'ATP, mais via une protéine qui s'appelle UCP1, la protéine découplante 1, qui va donc découpler la consommation d'oxygène, parce que c'est là que se fait la respiration cellulaire, de la synthèse d'ATP. Donc la résultante, c'est qu'on ne produit pas
de l'énergie sous forme chimique avec les liaisons phosphate dans l'ATP, mais on va la dissiper sous forme de chaleur. Alors, la fonction du tissu adipeux brun, elle est connue depuis très longtemps. On la retrouve chez les rongeurs. Elle est très importante chez les animaux hibernants, qui vont stocker des graisses durant l'été, qui vont hiberner durant l'hiver. Et pour le réveil, ils ont besoin de brûler les graisses et de monter leur température. Donc, c'est là où le tissu adipeux brun devient extrêmement actif. Et puis, c'est le cas également chez le bébé, lorsqu'il naît. On pense que le développement du tissu adipeux brun et son activité à ce moment-là est important au moment de la naissance pour la thermorégulation. Le problème, c'est que ça va disparaître rapidement après. Alors, ce tissu adipeux brun, on connaissait sa fonction, on connaissait son mécanisme, mais pendant longtemps, on n'a pas su comment en fait, la dissipation d'énergie se faisait. Alors, il y a une époque, dans les années 70, où on pensait que ce qui se produisait, c'était en fait un cycle futile. Alors, je vous le présente parce que c'est un petit peu dépassé maintenant, mais je vais revenir un petit peu plus tard. On avait un cycle futile de synthèse et d'hydrolyse des triglycérides. C'est-à-dire qu'en fait, on avait des triglycérides qui étaient formés à partir de glycérol 3-phosphate et d'acides gras. Et puis, ils étaient mobilisés, libérés en glycérol et en acide gras. Et le tissu, l'adipocyte brun par rapport à l'adipocyte blanc, il a une enzyme spéciale, la glycérolkinase, qui lui permet de reconvertir le glycérol en glycérol 3-phosphate. Alors, vous voyez, ça fait un système en fait, qui est futile, hein, qui ne produit rien, si ce n'est de dissiper de l'énergie, de synthèse d'une forme de stockage et de mobilisation de cette forme de stockage. Tout ça, c'est un peu consommateur d'énergie. Donc ça brûle de l'énergie, ça consomme de l'ATP. Donc indirectement, ça va brûler des graisses. Le problème, c'est que ce mécanisme de cycle futile, il ne permet pas d'expliquer l'énorme capacité thermogénique du tissu adipeux brun. Alors cette énorme capacité thermogénique, elle a été découverte lors de l'identification de la protéine découplante du CP1, qui était la base moléculaire du découplage entre la consommation d'oxygène et la synthèse d'ATP. Et donc, c'est Daniel Riquier qui a fait cette découverte. Et on a la chance d'avoir Daniel dans la salle ce soir, qui est professeur à l'Institut Necker de biochimie et à l'Institut Cochin de génétique moléculaire, et qui est également membre de l'Académie des sciences. Et en fait, en quelque sorte, cette conférence, elle est très inspirée par les travaux de Daniel. Et puis sur le plan personnel également, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup motivé en fait dans ma carrière. Donc voilà pour cet adipocyte brun. Alors si on regarde un petit peu à quoi ça ressemble avec des photos de microscopie. Ça, c'est des photos qui sont prises chez les rongeurs, mais on verra que c'est un petit peu la même chose chez l'homme. On a le tissu adipeux blanc en haut. Alors, ce que vous avez ici à gauche, ce sont des photos de microscopie optique et ici de microscopie électronique. Hein, ça permet une plus grosse résolution. Vous avez les noyaux qui sont colorés. Hein. Donc, vous voyez bien ce gros ballon ici, c'est les lipides qui sont stockés avec les noyaux qui sont en périphérie. Puis si on regarde en fait en microscopie électronique, vous avez ici la membrane plasmique hein, qui sépare les adipocytes. Vous avez les gouttelettes de lipides et puis on voit quelques mitochondries qui sont rejetées vers la périphérie comme je vous expliquais. Tissu adipeux brun, ce sont, alors ici par exemple le contour d'une cellule, ce sont des petites gouttelettes, donc c'est pour ça qu'on parle de tissus multiloculaires, là elles sont colorées en gris, et puis vous voyez la richesse énorme, là vous avez le noyau, et vous avez la richesse énorme en mitochondries. Et c'est des mitochondries, en plus on le voit sur le plan morphologique, on a des indices pour penser qu'elles sont très actives. Donc vous voyez la différence, c'est l'équipement en mitochondries et cette grande activité de ces mitochondries. Alors, tout ça, c'était une belle histoire, mais en fait, il y a eu un très grand intérêt en recherche jusqu'au, on va dire, milieu des années 80 pour le tissu adipeux brun.
Et puis, cet intérêt un petit peu s'est dissipé par le fait qu'en fait, on pensait que chez l'homme adulte, il n'y avait plus de tissu adipeux brun actif. Alors, contrairement aux hibernants qui gardent du tissu adipeux brun tout au long de leur vie, ou même chez les rongeurs où ce tissu peut être réactivé, les travaux d'Arne Astrup, qui est représenté sur la photo, tendaient à montrer que la dépense énergétique chez l'homme, la contribution du tissu adipeux brun était extrêmement faible. Alors, ce qu'ils avaient mesuré, en fait, c'était la consommation, la production d'énergie par le bras, et ils montraient que, en fait, c'était dû essentiellement au tissu adipeux, aux muscles squelettiques. Et puis, Jan Nedergaard, qui est un chercheur suédois, et Barbara Cannon, en 2007, publient un article qui n'était pas un article sur des données originales, mais qui était en fait une revue de la littérature, où il disait on a des évidences de l'imagerie médicale qu'il existe en fait du tissu adipeux brun chez l'homme. Et c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Alors, il y a eu l'an dernier, et c'est ce qui a attiré un peu l'intérêt de la recherche pour cette série de découvertes, une série de travaux qui a montré qu'il y avait du tissu adipeux brun actif chez l'homme adulte. Alors, il y a eu des travaux d'une équipe de Maastricht, aux Pays-Bas, de Wouter van Marken-Lichtenbelt, qui est un physiologiste qui a beaucoup travaillé sur les adaptations au froid. Et ces travaux, en fait, quelque part, ils existaient déjà dans la littérature, mais ils n'avaient pas été correctement interprétés. Alors, je vais vous expliquer un petit peu la base de ces découvertes. Elles sont basées sur de l'imagerie médicale et sur des techniques d'imagerie qui sont utilisées principalement en cancérologie pour la détection des tumeurs. Alors, les cellules cancéreuses, elles se caractérisent par un métabolisme qui est extrêmement actif et par un métabolisme qui est centré sur le glucose. Donc, elles vont capter énormément de glucose. Donc on est capable d'injecter à l'organisme des composés qui sont des analogues du glucose, mais qui n'ont pas la capacité à être métabolisés. Donc ils vont aller s'accumuler en fait dans les cellules cancéreuses. Et c'est comme ça qu'on peut avoir une imagerie des métastases de l'organisme. Alors ça donne ce type d'image. C'est le type de zone où on va avoir une accumulation de glucose. Donc c'est le PET scan. Et puis, on peut combiner ça avec d'autres techniques qui permettent cette fois-ci d'estimer la densité du tissu concerné. Alors, vous imaginez bien que la densité d'un muscle et du tissu adipeux, ce n'est pas du tout la même. Le muscle est beaucoup plus dense que le tissu adipeux. Et donc, ça donne ce deuxième type d'image. Et en combinant les deux, on a une superposition. On a à la fois la localisation anatomique du tissu concerné qui a capté le glucose, et puis la densité du tissu. Alors pourquoi vous faire cette longue digression? Pour vous expliquer que de façon aléatoire, de temps en temps, les médecins nucléaires trouvaient des images qui ne correspondaient pas à une métastase, puisque dans ce cas-là, on va avoir quelque chose, ou des métastases, on va avoir des choses ou des tumeurs primaires, on va avoir des localisations qui sont asymétriques à l'endroit où va se trouver la tumeur ou la métastase, ou des tissus dont on savait qu'ils consommaient du glucose. Alors des fois, on voit bien le cœur. Il y a également, pour des problèmes de réabsorption, on voit la vessie, parfois les reins, le cerveau également, parce que ça consomme du glucose. Mais ils avaient des images symétriques dans des zones qui ne correspondaient à aucun de ces organes dont on sait qu'ils captent beaucoup de glucose. Alors pendant un moment, il était dit, bon, c'est peut-être du muscle. Mais là, la densité ne correspondait pas du tout. Donc, et c'est là où Jan Nedergaard avait fait un travail rétrospectif d'analyse en disant, bon, on a probablement du tissu adipeux brun. Et le fait qu'il ait été mal estimé, c'est que sa localisation anatomique est différente de celle qu'on trouve chez les rongeurs ou chez le nouveau-né. Donc ce n'était pas exactement les localisations auxquelles on pouvait penser.
Alors là, vous avez 3 individus qui ont été analysés par l'équipe néerlandaise. Et vous voyez un individu où on a une captation de glucose importante, moyenne ou faible. Et donc là, ce que vous voyez là, donc de chaque côté de la colonne vertébrale, au niveau en dessous des clavicules, pardon, c'est probablement du tissu adipeux brun. Alors, ça, c'est très bien, mais il manquait quand même la preuve moléculaire, c'est-à-dire une analyse directe que le tissu qui capte le glucose, c'est bien du tissu adipeux brun. Alors, ce qui a été fait, c'est par un certain nombre de groupes. Là, le groupe de Perju Nutila avec Sven Enerbeck, donc un groupe finlandais avec Sven qui est un Suédois, et puis également le groupe de Saviaruccinti à Ancône. Alors, ce qu'ils ont pu coupler, c'est ces mesures d'imagerie avec une biopsie, alors évidemment dans les conditions d'éthique respectées, une biopsie de la zone qui captait le glucose. Et là, ils ont pu mettre en évidence qu'il y avait chez les sujets concernés une bande qui correspond à UCP1, la protéine découplante. Et donc l'équipe de Daniel, il y a très longtemps, avait mis en place des anticorps qui permettent de détecter très spécifiquement cette protéine découplante UCP1. Donc vous voyez que vous avez la détection de la protéine dans le tissu adipeux brun, c'est brown adipose tissue, ici, et pas dans le tissu adipeux blanc. Et ça correspond également à d'autres protéines de la chaîne respiratoire qui sont exprimées beaucoup plus fortement dans le tissu adipeux brun que dans le tissu adipeux blanc, comme par exemple le cytochrome C. Alors, ça correspond également aux analyses histologiques, puisque les images que vous voyez là, entre brun et blanc, elles correspondent à celles que je vous avais présentées chez les rongeurs, c'est-à-dire des adipocytes multiloculaires qui accumulent des petites gouttelettes, et puis et également, là on ne le voit pas, mais beaucoup de mitochondries. Et quand on fait un marquage avec UCP1, c'est-à-dire que en fait, ce qu'on voit en brun ici, c'est une détection par des anticorps anti-UCP1 couplés à une réaction colorée. On voit que donc les zones qui correspondent au tissu adipeux brun sont positives pour UCP1, alors que le tissu adipeux blanc, lui, est négatif pour UCP1. Donc c'est bien la preuve moléculaire correspondant aux imageries qu'on a un tissu adipeux brun, mais non seulement qu'on a un tissu adipeux brun, mais qui est actif, il captait beaucoup de glucose. Alors Saverio, qui est un surnom de spécialiste mondial de l'anatomie des tissus adipeux, avec l'équipe de Barbara Cannon et de Jan Nedergaard, a regardé cette fois-ci d'autres choses. Alors lui, il a pu montrer par exemple qu'on avait une diversité des tissus, où on a des zones qui sont blanches avec des zones qui sont brunes. C'est les zones qui sont marquées ici en marron, qui sont des zones UCP1 positives. Et puis également qu'on avait une innervation sympathique de ces zones-là. Parce que ce que l'on sait, c'est que le tissu adipeux brun est très innervé par le système nerveux sympathique. C'est ce qui permet l'activation lors de l'adaptation au froid. Donc les catécholamines sont produites. C'est comme lorsqu'on a un stress, on mobilise notre système nerveux sympathique, ça entraîne un certain nombre de réactions, en particulier chez les rongeurs. C'est ça qui permet l'activation du tissu adipeux brun. Donc ça semble marcher également chez l'homme. Alors, ce qui est plus important, et ça c'est l'équipe de Maastricht qui l'a fait, et puis également une équipe japonaise, c'est de regarder l'exposition au froid. Parce que qui est du tissu adipeux brun, bon, c'est important, sans douter, etc. Mais est-ce qu'il est actif? C'est surtout ça qui est le point vraiment crucial. Et donc pour faire ça, on prend des gens, on les habille de façon légère et on leur met les pieds dans un baquet d'eau à 16 degrés. Donc là, on peut voir si on a comme réaction soit le frisson, soit de la thermogénèse de non-frisson et une activation. Mais regardez la captation de glucose. Alors évidemment, ça c'est un individu qui répond bien, vous imaginez bien. Là, il est en condition de thermoneutralité et là, il est au froid. Donc vous avez une image qui est extrêmement marquée où on voit vraiment qu'il y a une captation de glucose qui est extrêmement stimulée.
Alors, je vous ai pris également cette étude parce qu'elle est, j'ai trouvé rigolote et puis intéressante également. C'est l'étude, alors vous verrez les températures, c'est pas à Toulouse évidemment, c'est à Nottingham. Vous voyez les fluctuations de température, c'est un temps typiquement british qui va donc de 5 degrés à 15 degrés l'été. Et puis, il n'y a pas la pluviométrie, mais je pense qu'elle irait à peu près avec. Et vous regardez également le temps, ça c'est le temps de jour et de nuit, hein, donc le temps de nuit qui va évidemment diminuer l'été. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait une étude sur une population relativement large et ils sont aperçus que le nombre de personnes qui montraient des scans positifs pour le tissu adipeux brun était variable en fonction de la température extérieure. Donc ça voudrait bien quand même dire que malgré le fait qu'on s'habille, etc., il y a quand même bien une adaptation physiologique, au moins d'une partie de la population, aux variations saisonnières et aux variations de température. Alors, il y a également une étude de Ronald Kahn d'Harvard à Boston qui a fait une étude rétrospective en reprenant en fait des scans qui avaient été faits, un très très grand nombre de scans, et qui a commencé à faire un certain nombre d'analyses en fonction de l'âge. Alors, ce que l'on voit, c'est des choses importantes et qui doivent vraiment nous inspirer pour la continuation des recherches. C'est d'une part que le nombre de patients avec du tissu adipeux brun détectable diminue très clairement avec l'âge. Alors, ça a été confirmé depuis par plusieurs études. Donc ça, ce n'est pas une très bonne nouvelle. Que ça a l'air également de diminuer en fonction de l'indice de masse grasse. Donc, on aurait une influence de l'âge et de l'obésité. Alors, là, il faut toujours avoir une vue un petit peu critique sur les travaux, et c'est là où ça va demander des confirmations. C'est que c'était des travaux rétrospectifs. C'est-à-dire que les études n'étaient pas faites pour détecter du tissu adipeux brun. Donc, que les conditions de scan, en termes de température de la pièce, n'étaient pas strictement contrôlées. Et donc, si vous avez des scans qui venaient, surtout dans les hôpitaux américains où ils mettent la clim à fond, on peut avoir des températures qui sont extrêmement variables d'une zone à l'autre. Et donc, ça peut fortement influencer. Mais enfin, le nombre de cas était suffisamment important pour penser qu'il y a quand même quelque chose qui se passe. Alors, ça pose quand même une question tout de suite sur laquelle je reviendrai, c'est de se dire... Est-ce que cette disparition avec l'obésité est une cause ou une conséquence? Est-ce que c'est parce qu'on a moins de tissu adipeux brun quand on est âgé qu'on va avoir tendance à prendre plus de poids? Ou est-ce que c'est parce qu'on a accumulé du tissu adipeux sous-cutané et qu'on a l'effet d'isolation dont je vous ai parlé, que le tissu adipeux brun involue parce qu'en fait, on a un autre mécanisme de protection contre le froid. Donc ça reste évidemment des questions qui sont non résolues. De la réponse à cette question va dépendre bien évidemment la façon dont on va envisager des stratégies thérapeutiques basées sur la réactivation de ce tissu adipeux brun. Alors, est-ce que c'est important, déjà, avant de parler de stratégie thérapeutique? Alors ça, c'est une donnée que m'a donnée Daniel Riquier. C'est la puissance du radiateur de la graisse brune, 500 watts par kilo de graisse brune. Alors j'ai regardé sur mon micro-ondes, qui va à peu près à 900 watts, pour vous donner à peu près une idée, quoi. C'est quand même quelque chose qui est extrêmement actif, hein. Donc vous voyez, et alors j'ai repris un des sujets qui avait été étudié par Wouter van Marken-Lichtenbelt à Maastricht, où ils avaient estimé qu'ils avaient à peu près 63 grammes de graisse brune. Ça permettrait sur un an de brûler 4,1 kg de graisse blanche en un an. Mais c'est un sujet mince, hein. Attention, je ne vous parle pas d'un sujet obèse, c'est un sujet qui a un tissu adipeux brun. Alors ça, j'ai demandé à un autre de mes amis qui est spécialiste de l'exercice physique à Toulouse, François Crampe, et on a calculé que ça faisait 1000 km pour un homme de 80 kg. Donc c'est quand même, bon, faut quand même courir régulièrement.
c'est pas impossible, 1000 km en un an, mais c'est quand même un bon niveau d'activité physique. Donc tout ça pour vous dire que le tissu adipeux brun, c'est vraiment un tissu qui, si on arrivait à le réactiver, pourrait influencer quand même à terme la dépense énergétique et permettre d'équilibrer cette balance énergétique. Alors, je vais vous donner maintenant quelques éléments sur l'autre question qui, évidemment, reconnaît un regain d'actualité qui est important, c'est les origines de ces adipocytes blancs et bruns. Parce que si on veut essayer de les manipuler, ou simplement de comprendre comment ils fonctionnent, il faut savoir d'où ils viennent. Alors, grosso modo, deux possibilités. Différents précurseurs, c'est-à-dire on a des cellules qui ressemblent à des fibroblastes comme dans la peau, qui se transforment dans un processus cellulaire qu'on appelle une différenciation des cellules en une cellule spécialisée qui devient un adipocyte blanc ou un adipocyte brun avec ses caractéristiques. Et puis la deuxième possibilité, c'est qu'on a une conversion entre les deux. On peut passer du blanc au brun ou pas. Donc, ça, c'était la vue avant 2006. Alors, là, il y a eu des travaux, en particulier de l'équipe de Bruce Spiegelman à Harvard, qui travaille depuis très longtemps là-dessus, qui a caractérisé un certain nombre de facteurs dans la cellule qui sont importants soit pour le devenir en cellule blanche, soit pour le devenir en cellule brune. Et il a montré que PRDM16, PGC1-alpha, étaient deux facteurs qui étaient vraiment caractéristiques du tissu adipeux brun. Alors, PRDM16, lui, il intervient tôt, c'est-à-dire qu'on peut, en quelque sorte, forcer son expression dans un pré-adipocyte et ça va l'orienter vers une cellule qui devient brune. Et PGC1, lui, il est essentiel pour l'adaptation au froid. C'est-à-dire que si on a une adaptation au froid et qu'on n'a pas de PGC1, la cellule n'est pas capable d'activer sa chaîne respiratoire, d'activer UCP1, de brûler de l'énergie. Alors, ça a conduit également à une série de travaux qui ont essayé de regarder l'origine de ces adipocytes bruns. Et alors, cette diapositive est un petit peu compliquée, mais c'est la situation actuelle. On pense qu'il y a en fait quelque chose qui était beaucoup moins simple que la vision de départ. C'est-à-dire qu'en fait, on a des cellules souches. Alors vous savez, au moment de la conception, on va avoir l'œuf fécondé qui est totipotent. Il est capable évidemment de donner par définition toutes les cellules de l'organisme. Et au fur et à mesure, les cellules vont se spécialiser pour donner différents types d'organes. Alors on a des cellules souches mésenchymateuses qui ont encore une capacité de différenciation en différents types cellulaires qui est importante. Et puis, on a des cellules progénitrices, donc qui s'appellent MIF5 positif, peu importe. Et là, il y a eu une découverte importante par le groupe de Bruce qui était de montrer qu'en fait, ces cellules progénitrices, elles pouvaient donner du tissu adipeux brun, mais également du muscle. Alors ça c'était quand même assez inattendu. Donc il y avait une proximité importante entre le muscle et le tissu adipeux brun. Alors maintenant, si on réfléchit rétrospectivement à ce que je vous ai dit, ce n'est pas si étonnant que ça, parce que quelque part, le tissu adipeux brun, l'adipocyte brun, c'est une cellule qui a une capacité qui est très proche au niveau métabolique du tissu adipeux blanc et la capacité de stockage et de mobilisation d'énergie, mais elle ressemble aussi au muscle dans le fait qu'elle a beaucoup de mitochondries et qu'elle peut brûler des graisses. Et donc, elle a un équipement qui est un petit peu intermédiaire entre les deux. Et donc, il y a des adipocytes bruns, ceux qui sont dans le tissu adipeux brun, qui ont la même origine que les cellules musculaires. Et puis, il y a une autre population de cellules qui vont donner les adipocytes blancs, et qui sont également capables de donner des adipocytes bruns, mais ces adipocytes bruns, on les retrouve dans le tissu adipeux brun, dans le tissu adipeux blanc. Alors, ce n'est pas pour trop compliquer la situation, mais selon qu'on ait des adipocytes bruns qui sont dans le tissu adipeux brun, on a une origine qui est proche de celle du muscle, ou alors s'ils sont proches de l'adipocyte blanc, on va les retrouver dans le tissu adipeux blanc. Et ça va orienter nos stratégies pour les manipuler.
Alors cette diapositive, elle vous résume cette donnée avec, en fait, ce que vous avez ici, c'est un embryon à un stade de développement. Et puis, il commence à y avoir de la différenciation. Et on s'aperçoit qu'on a une population de cellules qu'on va retrouver sur les vaisseaux qui vont donner le tissu adipeux blanc ou le tissu adipeux brun qui est MIF5 négatif. Et puis, une autre population qui est différente, qui ne vient pas de la même partie de l'embryon, qui donnera les cellules brunes du tissu adipeux brun et les cellules musculaires. Donc en fait, ce que je vous présentais comme la cellule adipeuse brune, c'est deux choses différentes, selon qu'elle soit proche du muscle et qu'elle soit localisée dans les dépôts adipeux bruns dont je vous ai parlé, ou une sous-population qu'on va retrouver dans le tissu adipeux blanc. Alors, ça permet un petit peu de remettre toutes les choses en place et de comprendre un peu ce qui se passe lors de l'adaptation au froid. Alors, ça, c'est ce qui est bien connu chez les rongeurs. Lors de l'exposition au froid, on a activation du système nerveux sympathique, on a les catécholamines qui augmentent, et en particulier un neurotransmetteur, la noradrénaline, qui vient agir sur des récepteurs et qui va augmenter l'expression de PGC1-alpha. Ça permet de produire plus de mitochondries, plus du CP1 et d'activer le système. Et donc, on a cette adaptation au froid et cette dissipation d'énergie sous forme de chaleur. Donc, on peut penser, avec les images que je vous ai montrées et ce qui a été observé par imagerie, que le même système est fonctionnel chez l'homme. Donc ça concerne évidemment ce qui se passe dans le tissu adipeux brun, donc les cellules qui sont proches de celles du muscle. Alors, ce qu'on a voulu savoir au laboratoire, par une série de travaux, sur le fait de ces dichotomies, qu'on ne connaissait pas évidemment quand on a commencé les travaux, entre adipocyte brun qui est dans la graisse blanche et adipocyte brun qui est dans le tissu adipeux brun, est-ce qu'on peut convertir un adipocyte blanc humain qui est spécialisé dans le stockage en une cellule qui brûle de l'énergie? Alors pourquoi c'est intéressant? Ce serait intéressant évidemment pour le contrôle du poids, mais aussi et surtout par le fait qu'on empêcherait la libération d'acides gras. Et vous vous rappelez, je vous ai dit, les acides gras, c'est un des coupables qui va lier l'excès de masse grasse aux complications de l'obésité, avec les impacts sur le muscle, sur le foie et sur les différents organes. Donc si on peut consommer la graisse à l'intérieur du tissu, ne serait-ce que par un très faible pourcentage, on va améliorer le profil métabolique des patients. Donc on aura moins de complications, moins de dyslipidémie, moins de complications cardiovasculaires ou diabétiques. Alors pour ce faire, on avait à l'époque surexprimé PGC1-alpha pour modifier le métabolisme de ces adipocytes. Alors PGC1-alpha, évidemment, je vous l'ai bien montré, il est spécifique de la cellule brune. Là, on l'a surexprimé par des moyens génétiques dans l'adipocyte blanc humain. Et ce qu'on a eu, c'est un résultat d'une cellule qui se mettait à ressembler un petit peu à une cellule brune. C'est-à-dire qui exprime la glycérokinase et donc qui a ce cycle futile d'hydrolyse et de stockage des triglycérides dont je vous parlais, qui va avoir des mitochondries qui sont plus actives, qui va oxyder, c'est-à-dire brûler les graisses, brûler les acides gras, qui va se mettre à exprimer plus du CP1. Donc ça, c'est un travail qu'on avait publié en 2003 avec l'équipe de Daniel. Donc, on avait déjà une preuve de concept. Bon, je ne vais pas vous raconter qu'on va faire de la thérapie génique pour l'obésité, c'est pas ça. Mais au moins, on avait la preuve de concept qu'avec une manipulation des cellules, on était capable de les modifier. Donc, il y avait la possibilité, si on avait une possibilité d'induire PGC1, de modifier le métabolisme de ces cellules. Puis ça nous a conduit en fait à observer qu'il y avait un facteur de transcription, c'est-à-dire une protéine qui est un régulateur de l'expression des gènes, qui était modifié, qui s'appelle PPAR-alpha. Alors ça, c'était intéressant parce que PPAR-alpha, c'est la cible de produits qui sont très largement utilisés, qui s'appellent les fibrates, qui sont utilisés pour améliorer le profil métabolique. Alors, c'est très connu parce qu'on connaît bien son action sur le foie. Et là, on s'est aperçu qu'elle avait peut-être un rôle dans le tissu adipeux blanc. Et donc, on a simplement traité des cellules, cette fois-ci, avec des agents
qui sont utilisés comme des médicaments. Et on a pu observer qu'on avait une partie des effets qu'on avait avec PGC1. Pas tout, mais une partie des effets, en particulier la recréation du cycle futile et l'augmentation de la bêta-oxydation. Alors, sans rentrer évidemment plus avant dans les détails, ça veut dire qu'en fait, il y a une possibilité de moduler le métabolisme de l'adipocyte blanc humain. On le savait chez les rongeurs. Maintenant, on commence à avoir des évidences chez l'homme. Dans le contexte de l'obésité, où à l'heure actuelle, il n'y a plus qu'un seul médicament sur le marché, évidemment, des stratégies thérapeutiques qui visent la périphérie plutôt que les actions centrales qui ont montré beaucoup d'effets secondaires, ça peut être intéressant. Donc évidemment, les groupes pharmaceutiques s'intéressent à ce type de stratégie, soit de la manipulation du CP1, soit ce type de manipulation du métabolisme de l'adipocyte blanc. Donc, pour conclure, en fait, quelle stratégie thérapeutique peut-on imaginer? Activer le tissu adipeux brun. Bon, c'est le bain de Noël qui est pratiqué dans certains pays, dans la Volga ou dans les pays nordiques avec les saunas et le trou dans la glace. J'ai été une fois en Finlande, en fait j'étais dans le sauna, mais j'ai pas osé... Enfin, j'avais la grippe, hein. C'était la super bonne excuse, mais j'ai pas osé me plonger dans le trou de glace. Je pense que c'est culturel, ça, il faut... ou pas assez de vodka, je sais pas, mais enfin... Bref, il faut un stimulant, c'est pas physiologique pour nous. Toujours est-il que plus sérieusement, ça veut dire qu'il il y a toute une série d'études maintenant qui doivent être faites chez des individus minces et chez des individus obèses dans des conditions extrêmement contrôlées d'exposition au froid pour montrer si oui ou non on a réactivation du tissu adipeux brun. Parce qu'en fonction de la réponse, ça va nous donner la réponse à la question que je posais. Est-ce qu'on a eu involution parce qu'on a isolation et donc on n'arrive pas à réactiver, donc la stratégie va quand même être relativement difficile, ou est-ce qu'au contraire on a des individus obèses qui ont un tissu adipeux brun qui se réactive, et ça veut dire là qu'on peut commencer à réfléchir à des molécules qui miment l'action du système nerveux sympathique. Et donc c'est par exemple, il y avait des molécules sur lesquelles on a travaillé pendant un certain nombre d'années, qui n'étaient pas très efficaces chez l'homme, mais c'est peut-être à revisiter, qui étaient des agonistes bêta-3 adrénergiques, puisque le récepteur dont je vous ai parlé, qui était le récepteur des catécholamines, c'était le récepteur bêta-3 adrénergique. Alors, ce récepteur ou d'autres récepteurs qui pourraient être activés, donc on peut imaginer des stratégies avec des médicaments qui ciblent le tissu adipeux brun. Deuxième possibilité, là c'est donc l'activation. Deuxième possibilité, c'est en recruter plus. Alors, quand on fait une exposition au froid, c'est bien clair, ça a bien été montré chez un rongeur, il y a plusieurs choses. C'est que non seulement on active le tissu adipeux brun, il devient plus actif, mais on le recrute, on en fabrique plus. On fabrique plus de cellules et on fabrique plus de mitochondries à l'intérieur de cellules et plus du CP1 à l'intérieur de ces mitochondries. Donc il y a vraiment différents niveaux d'amplification du système pour lui donner vraiment cette capacité de radiateur. Alors, nos amis américains qui n'ont peur de rien proposent de faire des implantations autologues de cellules progénitrices stimulées. Alors, ça veut dire qu'en fait, on prélèverait des précurseurs chez un individu que l'on manipulerait avec un cocktail, par exemple, un cocktail chimique, et qu'on réimplanterait chez quelqu'un. Bon, je pense que personnellement qu'on en est extrêmement loin, avec toutes les limitations de la thérapie cellulaire, et puis également les régulations des autorités pour ce type d'approche dans le cadre de l'obésité. Toujours est-il que la compréhension des mécanismes de cette réactivation, elle peut donner d'autres idées de stratégie. Voir également comment on peut réactiver autrement que par le froid, par des stimulations physiologiques, le tissu adipeux brun. Et puis le dernier aspect, et c'est pour ça que j'avais insisté sur cette diversité des adipocytes bruns, c'est qu'on voit qu'on a également des bases de travail pour convertir
l'adipocyte blanc en adipocyte brun, parce que son origine n'est pas la même. Donc en fait, on peut, et on a des modèles animaux qui ont bien montré ça, des modèles animaux transgéniques, c'est-à-dire dont certains gènes ont été manipulés, dans lesquels on s'aperçoit qu'ils dépensent plus d'énergie, mais ils dépensent plus d'énergie non pas parce qu'ils ont plus de tissu adipeux brun dans les dépôts classiques du tissu adipeux brun, mais parce qu'ils ont des adipocytes bruns dans les dépôts blancs. Donc, c'est tout à fait différent et on voit que l'origine de ces cellules est différente. Donc, peut-être que les mécanismes d'activation sont également différents. Donc, des inducteurs de BGC alpha ou des ligands de PPAR alpha pourraient favoriser l'utilisation des lipides. Et donc, ça, c'est pas forcément une stratégie, pas uniquement une stratégie pour combattre l'obésité, éviter qu'on ait une accumulation de masse grasse, mais également une stratégie pour combattre la dyslipidémie, c'est-à-dire d'avoir trop de lipides dans le sang, qui est une des causes des complications. Il y a pas mal de stratégies thérapeutiques visant l'adipocyte, qui sont hors du cadre de l'activation du tissu adipeux brun, qui visent à moduler cette production d'acides gras par l'adipocyte blanc. Donc c'est également important, c'est-à-dire une fois que l'individu est obèse, comment on peut le traiter pour éviter évidemment les complications cardiovasculaires et diabétiques par exemple. Alors je voudrais finir par cette diapositive, simplement pour vous dire que comme toujours en recherche, c'est une aventure collective. Donc là, vous avez la liste de mes collaborateurs sur Toulouse au cours des différentes années, contribuer à ces différents types de travaux. On a des collaborations internationales, en particulier avec un groupe à Prague pour les études chez l'homme, et puis un certain nombre de collaborateurs étrangers, et puis des soutiens qui soient institutionnels, européens, ou des fondations, comme par exemple la Fondation de la recherche médicale. Et puis, j'espère évidemment que tout ce que je vous ai raconté n'était pas un poisson d'avril, puisque c'est la journée, et que ça pourrait éventuellement déboucher à de nouvelles stratégies. Donc, je vous remercie et n'hésitez pas à poser des questions. Il n'y a jamais de questions idiotes. Donc, je suis à votre disposition. Donc, levez la main s'il y a des questions. Madame. Oui. Première question bête. Est-ce qu'une éducation dans laquelle on favorise l'adaptation chez l'enfant au froid est-il susceptible de lui donner une prédisposition anti-obésité ? Alors, c'est tout sauf une question bête. C'est vraiment une question qu'on peut revisiter parce que il y avait eu beaucoup d'études de groupes tchèques, finlandais, canadiens, évidemment. Enfin, c'est un petit peu logique, les pays qui sont exposés soit sur les bûcherons, soit ou japonais également, sur les pêcheurs ou coréens, sur les pêcheurs de perles, pour essayer de comprendre les mécanismes d'adaptation et de thermorégulation. Mais c'est vrai que souvent ces études étaient des études de physiologistes hors contexte physiopathologique et hors impact en santé publique. Maintenant, tout ça devrait peut-être être revisité en fonction de ces données. Je suis bien sûr que en particulier les groupes finlandais qui ont un suivi de leur population qui est extrêmement précis, peuvent sûrement voir en fonction de l'exposition au froid s'il y a des corrélations avec le développement de l'obésité. Alors, évidemment, ce sera extrêmement compliqué parce qu'il y a eu un changement tellement drastique de l'environnement lié en fait à l'épidémie entre guillemets d'obésité dont je parlais, que ce soit sur le plan alimentaire ou que ce soit sur l'exercice physique, qui va être très difficile à estimer. Et puis l'autre paramètre, malgré tout ce que je vous ai dit, l'espèce humaine a évolué, ça fait partie de l'évolution, même si ce n'est pas une évolution biologique, en s'habillant.
et en combattant le froid par les habits. Vous regardez les Inuits, et on voit bien l'effet isolation, par exemple. Il y a à la fois un régime alimentaire et puis une adaptation au froid qui est d'abord de se protéger du froid, quoi. Une autre question ? Oui. Je n'ai pas bien compris ce qu'était la chaîne respiratoire dont vous avez parlé à plusieurs reprises. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu plus ? Alors, la chaîne respiratoire, elle se trouve dans la mitochondrie. Et si on refait un petit historique, en remontant très 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 loin dans le temps, les premières cellules étaient des cellules qui, en particulier donc les bactéries, qui n'ont pas de noyau et qui n'ont pas de mitochondrie. Donc, ils ne sont pas capables de respirer. Et puis, on pense qu'il y a eu entre les premières cellules qui avaient un noyau et des bactéries, une symbiose, c'est-à-dire que des bactéries sont rentrées dans la cellule, et puis les deux ont trouvé un intérêt. Donc elles sont restées ensemble. C'est-à-dire que la bactérie a trouvé l'alimentation qui était fournie par la cellule, et puis la cellule a trouvé une nouvelle capacité qui était de pouvoir respirer et de produire de l'énergie en consommant de l'oxygène. Et donc c'est la chaîne respiratoire, c'est à ça qu'elle sert, à faire de l'ATP avec l'oxygène et avoir un rendement énergétique en brûlant les nutriments qui est supérieur aux mécanismes qui sont anaérobies, c'est-à-dire uniquement la première partie de ce que je vous ai montré, qui est la glycolyse. Alors, dans le cas du tissu adipeux brun, c'est en fait une diversion intelligente du système où, au lieu de produire de l'ATP, la chaîne respiratoire, grâce à UCP1, va découpler la consommation d'oxygène de cette synthèse d'ATP, et ça va partir non plus sur un stockage chimique de l'énergie qui est essentiel aux fonctions de la cellule sous forme d'ATP, mais à une dissipation d'énergie sous forme de chaleur. Et c'est donc un des mécanismes de régulation de la température corporelle. Donc j'espère que j'ai pu vous éclairer. Attendez, le micro. Au niveau quantitatif, je suppose que c'est très variable d'un individu à l'autre, mais est-ce que ça va de 0 à combien ? Est-ce qu'il y a des individus qui n'en ont pas ? Oui. Oui, clairement, sur l'image de l'expérience japonaise que je vous montrais, où il y avait un individu qui était exposé au froid, on voit que quand on est... alors je réponds parfaitement, je vais répondre plus précisément après. On voit très bien que quand l'individu est à thermoneutralité, peut-être le tissu est là, mais il est inactif. Donc il n'y a pas d'image. Alors ensuite, votre question est un petit peu différente, c'est y a-t-il des individus qui n'en ont pas ? Oui, on pense que possiblement il y a des individus qui n'en ont pas, puisque dans les premières études qui ont été publiées ici, il n'y avait que seule une fraction. Je ne vais pas vous donner de pourcentage parce que c'est vraiment à raffiner actuellement, mais il y avait une population, en particulier les sujets plutôt âgés et plutôt obèses, qui, malgré l'exposition au froid, ne montraient pas d'image qui correspondait à la présence de tissu adipeux brun. Donc, de toute façon, l'homme ne va pas se transformer en hamster. Hein. Donc, ce que je veux dire par là, on ne va pas se transformer en hibernant. Ce n'est pas parce qu'il y a une redécouverte du tissu adipeux brun que les grands mammifères se caractérisent par une présence importante de tissu adipeux brun. Donc, une partie de la recherche actuellement, ça va être de caractériser la fraction de la population qui a du tissu adipeux brun. Est-ce qu'il y a des individus minces qui n'ont pas de tissu adipeux brun ? En particulier des études, il y a très peu d'études actuellement, mais il y a une population qui est très intéressante, qui sont des gens avec des maigreurs constitutionnelles. Il y a des familles de personnes, vous en connaissez peut-être dans votre entourage, qui sont des maigres. Voilà, ils mangent, mais ils sont maigres et vraiment avec des IMC qui sont aux alentours de 18. Hein, donc c'est pas sans conséquence également.
Par exemple, il y a des troubles osseux qui sont liés à cette constitution. C'est clairement pas de l'anorexie, hein. Donc c'est pas un trouble de comportement alimentaire. Ça peut très, très bien être typé sur le plan médical et également biologique. Mais alors, est-ce que, par exemple, ces populations-là, ce sont des gens qui se caractérisent avec une grande quantité de tissu adipeux brun? C'est évidemment une question qui est assez importante, parce que si c'est le cas, ça voudrait dire que ce serait encore un élément renforçant le fait que le tissu adipeux brun est bien une des composantes de régulation de la balance énergétique chez l'homme. Et non pas simplement, parce qu'il faut comprendre qu'on peut très bien imaginer que le tissu adipeux brun soit un mécanisme de régulation de la température, mais qui ne soit pas impliqué forcément dans la régulation du poids, de la balance énergétique. C'est deux choses qui peuvent être assez distinctes. Oui, une autre question. Bonjour. Moi, je voudrais savoir dans le corps où sont situés les tissus adipeux bruns et blancs. Alors, je vais attendre que vous repreniez place. Donc, pour les tissus adipeux blancs, c'est le plus simple. On a plusieurs localisations. Celles qui sont évidemment le plus visibles, c'est le tissu adipeux sous-cutané. Donc on peut avoir au niveau abdominal, hein, donc sous-cutané abdominal. On peut l'avoir, particulièrement chez les femmes, comme je l'ai dit, au niveau glutéal, c'est-à-dire sur les cuisses, et puis avec des épaisseurs un petit peu plus variables. On voit par exemple que l'extrémité des membres, on a relativement peu de tissu adipeux blanc. Ce tissu adipeux blanc, on peut avoir une accumulation, et je vous ai parlé un petit peu de ses conséquences néfastes au niveau intra-abdominal. Alors là, il y a différentes sous-localisations à l'intérieur de l'abdomen. On va en trouver autour du mésentère, on va en trouver autour des reins. Et en fait, ce qui est important dans cette localisation intra-abdominale, c'est sa relation avec le foie. Parce que les acides gras peuvent se retrouver directement dans le foie, et ça peut être relativement délétère. Et puis, il y a toute une série de travaux intéressants ces 10 dernières années qui localisent du tissu adipeux blanc dans d'autres parties où quantitativement il est moins important, mais il est probablement très important pour la fonction des organes concernés. Alors, je vais vous prendre deux exemples. Le premier, c'est au niveau du cœur. On sait qu'on a de la graisse au niveau de l'épicarde, hein, c'est-à-dire en surface du cœur, et que cette accumulation de graisse épicardique impacte directement la fonction cardiaque. Et donc, il y a des évidences qu'en fonction de l'accumulation de graisse épicardique, on aura des complications cardiaques plus ou moins importantes. Et puis l'autre exemple, c'est dans le muscle. Alors dans le muscle, c'est simple, vous avez en fait le persillé. Donc le persillé, c'est quand on a de la graisse, pas la tranche, hein, de persillé. Alors là, on a deux types en fait de graisse. On a la graisse qui est intramusculaire, qui va être soit dans une accumulation de graisse dans la cellule musculaire. Donc là, c'est pas du tissu adipeux, c'est simplement qu'il y a des lipides dans les cellules musculaires. Soit on va avoir en fait le persillé, c'est-à-dire du tissu adipeux qui est dans le muscle. Et là aussi, il va impacter en particulier sur l'utilisation du glucose au niveau du muscle. Pour le tissu adipeux brun, eh bien, chez l'homme, on a des localisations qui correspondent aux images que je vous ai montrées, c'est-à-dire le long de la colonne vertébrale, à l'intérieur, en fait, sous les clavicules, hein, que vous avez pu voir sur les photos. On sait également, et d'ailleurs le professeur Equier l'avait montré il y a déjà un certain nombre d'années, qu'il y a des pathologies très rares qui se caractérisent par un développement du tissu adipeux brun.
en particulier au niveau périrénal, puisque ça, c'est une des localisations que l'on a chez le bébé. Il y a du tissu adipeux brun près du rein qui va en fait involuer avec l'âge. Donc là, je crois que j'ai fait à peu près le panel un petit peu de cette distribution. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fonction de la localisation anatomique, la fonction du tissu adipeux blanc est différente. Elle peut être soit une action locale, soit une action systémique, c'est-à-dire un impact sur l'organisme entier. C'est probablement également le cas pour le tissu adipeux brun. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Bonsoir. Quel est le lien de ces tissus adipeux avec les cellules souches? Alors, le lien, c'est que, comme toute cellule, c'est un dérivé de cellules souches. Et donc, par rapport au schéma que j'ai pu vous montrer, les cellules souches qui sont à l'origine des tissus adipeux, c'est ce qu'on appelle les cellules souches mésenchymateuses. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a différents types de cellules souches et qu'au fur et à mesure du développement de l'embryon, on va avoir quand même une restreinte des possibilités de différenciation des cellules. Donc on va passer d'une capacité à se différencier à tout type de cellules à une capacité à se différencier dans à des sous-catégories de cellules. Alors, ensuite, on peut imaginer, on sait le faire, d'avoir des manipulations de cellules souches mésenchymateuses pour les transformer en adipocytes. Alors, c'est très facile en adipocytes blancs, malheureusement. On sait très bien le faire en culture. C'est très facile d'avoir une cellule souche mésenchymateuse qui se transforme en adipocyte blanc. Les conditions pour les transformer en adipocytes bruns sont un petit peu plus difficiles, mais il y a en particulier le groupe de Zoubir Amri et de Gérard Ayot à Nice, de Christian Dany, qui commencent à avoir des évidences qu'on peut avoir qu'on pourrait les orienter vers un phénotype de cellules adipeuses brunes. Donc on comprend de mieux en mieux. Maintenant, mon opinion personnelle est que d'utiliser les cellules souches dans le cadre des pathologies dont on parle ici, qui sont des pathologies très de masse en fait, ça me paraît illusoire, ne serait-ce que pour des problèmes à la fois éthiques et socio-économiques, de coût, tout simplement. Bien, on va prendre la dernière question. Quand j'entends parler d'obésité, j'ai toujours l'impression d'entendre parler de gens qui ont grossi. Moi, j'ai 60 ans, je suis né obèse. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a, et mon frère aussi, et dans ma famille, j'ai fait un arbre généalogique, et au 18e, 19e siècle, mes ancêtres, ils vivaient tous à 100 ans, et ils étaient apparemment tous obèses quand je vois les photos de mes grands-parents. Et ce que je voulais savoir, c'est si il y avait une physiologie et des pathologies différentes suivant qu'on est devenu obèse ou né obèse. Alors, je vais peut-être te corriger un peu. Vous connaissez votre poids de naissance ? 4,7 kg. Ah oui, d'accord. Donc vous étiez un beau bébé, effectivement. Non, parce qu'en fait, il est rare de... Enfin, on ne peut pas vraiment considérer que les gens naissent obèses. C'est sauf dans des situations un petit peu particulières, par exemple, où on a un diabète durant la gestation, qui est un des cas qui fait des bébés plus grands. L'obésité va apparaître plutôt après une première perte de poids et un rebond, c'est-à-dire qu'en fait, on a les bébés naissent replets, c'est tout à fait normal, même jusqu'à 4,7 kg. Ensuite, ils vont s'affiner à une certaine période et on va avoir un rebond entre 7 et 8 ans où ils vont se mettre à remettre de la masse grasse. En général, dans l'obésité, ce qui se produit, c'est que cette réacquisition de masse grasse se fait beaucoup plus tôt. C'est-à-dire qu'en fait, on a un redépart un petit peu plus rapide.
Bon, ceci étant dit. Donc en fait, l'obésité, ce dont on parle plutôt, c'est de cette apparition d'obésité très précoce durant l'âge. Ceci étant dit, il y a une part génétique de l'obésité qui est extrêmement importante. On sait que l'héritabilité de la masse grasse, alors c'est un débat de spécialistes, hein, mais elle se situe quelque part entre 40 et 70%. Donc la part génétique de transmission de l'obésité est importante. Cependant, elle est totalement dépendante de l'environnement. Hein, c'est une relation gène-environnement qui est définie. Donc l'exemple, il y a plusieurs exemples. Je vais vous prendre 2 exemples qui sont très parlants. Le premier exemple, c'est l'exemple des Indiens Pima, donc, qui ont été très étudiés par des groupes américains. Ce sont des Indiens qui vivent de part et d'autre de la frontière, soit sur les hauts plateaux du Mexique, soit en Arizona. La population, bon, c'est plus le cas maintenant, mais disons pendant longtemps, la population qui est restée sur les hauts plateaux du Mexique est restée à peu près de poids normal, sans trop de complications. Il fallait faire 10 ou 15 km pour aller chercher de l'eau. Ils mangeaient des haricots, bon bref. Donc l'alimentation traditionnelle. Les Indiens Pima d'Arizona ont eu toute la transformation de la société américaine dans les années 60. Et on se retrouve avec 80% de diabétiques de type 2 dans cette population. L'autre exemple, qui est également extrêmement parlant, ce sont les îles du Pacifique. Par exemple Nauru ou certaines autres îles, où on a vu en l'espace d'une génération passer le pourcentage de diabétiques de quelques pourcents à plus de 80%, et pratiquement 100% de la population est obèse, quoi. À part les joueurs de rugby fidjiens ou samoans, si vous regardez en particulier, juste une anecdote personnelle, il y avait eu un recrutement assez important à Albi, quand Albi était monté en Pro D1 de joueurs du Pacifique Sud, et il y avait les familles qui sur les terrasses de café, et on voyait qu'à part les joueurs de rugby qui avaient un entraînement physique intensif, tout le reste de la famille, ils étaient vraiment extrêmement replets. Donc quand même, le changement d'environnement est absolument déterminant pour l'expression en fait de la composante génétique. On en revient quand même à un problème de balance énergétique. Si vous êtes en restriction permanente, vous avez une tendance à prendre du poids, à retenir en fait l'énergie plus importante qu'une autre personne, mais qui va être qui quand même sera limitée par le nombre de calories qui va être ingéré. Donc la baisse je ne veux pas dire par là, parce que c'est un débat de spécialistes, que l'épidémie d'obésité s'explique uniquement par le fait qu'on ait une augmentation de l'apport en calories sur ces 40 dernières années. Hein. C'est quelque chose qui est relativement débattu. Par contre, la baisse d'exercice physique, ça semble quand même être quelque chose qui est relativement acquis. Ceci étant dit, on n'est pas encore sûr totalement des déterminements environnementaux qui ont conduit à cette explosion d'obésité. Alors, en concernant la relation avec la longévité au XVIIe siècle, là, j'ai quand même un peu... Sur le plan scientifique, c'est un petit peu plus difficile à affirmer. Il n'y a aucune évidence scientifique qu'il y a eu des populations de sujets obèses qui systématiquement vivaient plus longtemps, soit à une époque donnée, soit maintenant, que des sujets qui seraient minces. D'ailleurs, les études de longévité qui partent en fait du ver à la mouche de vinaigre jusqu'aux primates, bon, chez l'homme on pense que ça marche pareil, montrent plutôt que la restriction calorique, ça je ne parle pas de traitement de l'obésité, je parle d'une restriction calorique prolongée, est un facteur de longévité. On commence à connaître les mécanismes qui permettent ces mécanismes. Ceci étant dit, juste dernier point par rapport à ça, tous les individus obèses
n'ont pas le même type de complications. On peut considérer, il y a quelques études là-dessus, qu'il y a des happy obèses. C'est des gens qui ont un excès de masse grasse important et qui ne vont pas avoir de complications métaboliques. Et ça, c'est lié en fait à une théorie, un certain nombre de preuves expérimentales qui dirait qu'en fait, tant qu'on accumule les graisses, c'est de la graisse qui ne va pas se déposer ailleurs et provoquer une toxicité liée aux lipides. Donc en fait, il vaut mieux la stocker dans le tissu adipeux, elle devient inerte, plutôt que de l'avoir dans le muscle ou dans le foie ou dans le cœur. Et que c'est en fait à partir du moment où on la remobilise que là, les problèmes apparaissent. Donc vous voyez, il y a vraiment les deux facettes de l'accumulation de graisse. C'est pas l'accumulation de graisse, ça peut être dans un phénomène dynamique, pas forcément quelque chose qui est mauvais. C'est ensuite la remobilisation qui peut être tout à fait délétère. Bien. Donc cette séance touche à sa fin. Merci Dominique Langin. Vous pouvez l'applaudir. Merci à vous. Et ce cycle donc est terminé. Il sera bientôt en ligne sur notre site internet d'ici quelques semaines. Voilà. Bonne soirée.